La capitale économique de la Côte d'Ivoire connaît une transformation palpable au fil des années. Parmi les projets qui captivent l'attention des Ivoiriens, l'autoroute dénommée Sortie Ouest d'Abidjan, reliant la métropole abidjanaise à la ville portuaire de San Pedro par la côtière, facilite la vie des Ivoiriens. Cette route, autrefois symbole de défis et de longs trajets éprouvants, est aujourd'hui sujet de satisfaction. Partiellement livrée à la veille de la CAN 2023, après rénovation, cette infrastructure continue de faire le bonheur des usagers. Les populations en témoignent. Nous sommes heureux d'avoir cette route et ça facilite les déplacements des jeunes gens et des véhicules de moto aussi. Nous sommes très reconnaissants. Nous disons merci au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous trouvons que le gouvernement est en bon état. Il n'y a plus d'embouteillage comme avant. Les véhicules circulent très bien. On est vraiment heureux. On est vraiment heureux. Pour la dégradation des voies, en tout cas pour l'instant, il n'y a rien sur la voie. Donc nous sommes très très contents. Il y a 2 ou 3 ans, tout le trafic qui partait dans le sud-ouest du pays était détourné par le chemin Gagnoa-Soubré pour arriver à San Pedro. Donc avec l'avènement de cette nouvelle infrastructure, on remarque que le trafic a considérablement augmenté. Au démarrage du projet, on avait à peu près 10 000 véhicules jour sur ce taxe. Mais aujourd'hui, il faut le multiplier par 3. Tous ceux qui transitent pour aller au niveau du port de San Pedro ne passent plus par Gagnoa-Soubré pour arriver à San Pedro. Dans l'ensemble, l'ouvrage est encore en bon état et ne présente aucun signe de détresse majeure. Cependant, il faut œuvrer pour sa préservation et sa durabilité. À partir de la 15e année, normalement, si on n'intervient pas sur l'infrastructure, il n'y a pas de maintenance et d'entretien, à partir de la 15e année, cette route va pratiquement pas exister. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'entretien et la maintenance s'imposent. On constate aussi l'incivisme des populations. Aujourd'hui, la route devient des garages à ciel ouvert. C'est-à-dire un backup, un véhicule qui est en panne, c'est sur place. Au lieu de se faire remorquer pour aller au garage pour faire la réparation, c'est sur cette route-là qu'il dépose son cric pour pouvoir remonter le véhicule. À partir de là, on a des fissurations du bitume et lorsque l'eau arrive, les premières dégradations commencent là. Il y a aussi des véhicules abîmés, des véhicules qui prennent feu et tout ça, qui finissent par détériorer le bitume. C'est pas la population qui dégrade la voie, ce sont que les accidents. Les accidents ne proviennent pas. Mais l'entretien courant, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait tous les jours, le désensablement, les curages, le nettoyage, le désherbage, ainsi de suite, on doit pouvoir le faire. Mais si ce n'est pas fait, vous comprenez très bien que cette route-là, si elle se dégrade, ce n'est pas de la faute du constructeur. Toutefois, malgré ces progrès, les Ivoiriens gardent un œil vigilant sur l'entretien continu de cette infrastructure. L'espoir est grand que les efforts se poursuivent pour que cette voie reste un modèle de développement et de connectivité. C'est avec une immense fierté et une grande gratitude que je me tiens devant vous pour donner le coup d'envoi de la relance de l'exploitation commerciale du programme de transport ferroviaire de masse d'Abuja. Quelques semaines après sa relance, l'Abuja Rail Mass Transit ou ARMT est en train de transformer la mobilité dans la ville. Les trajets sont gratuits jusqu'en décembre de cette année et les passagers ne tarissent pas d'éloges sur le service. Je l'utilise chaque semaine et j'ai remarqué que c'est un mode de transport plus rapide et plus sûr, très sûr. La ponctualité est à saluer ainsi que la sérénité et les services sont bons en général. Cependant, les passagers sont confrontés à des problèmes tels que la surpopulation parce que le service est gratuit et le manque de clarté des informations sur les itinéraires. Mais ce ne sont que des problèmes de démarrage. Parfois, vous entrez dans le train et il est plein, vous devez rester debout. Je demande toujours, même avec l'heure et les calendriers, où va le train, où je vais m'arrêter, d'où je vais partir. La RMT est le fruit du partenariat croissant entre le Nigeria et la Chine. Le projet de 824 millions de dollars est financé à 60% par des prêts de la Banque d'import-export de Chine. Les relations bilatérales entre les deux pays remontent à plus de 50 ans. Bien que le projet soit largement considéré comme une réussite, les analystes estiment qu'il est temps que le Nigeria joue un rôle plus important dans ce partenariat.
Il est important que nous construisions un système qui nous permette également de donner quelque chose en échange de ce qu'on reçoit. Ainsi, si la Chine nous donnait de la technologie, nous pourrions peut-être être en mesure de lui fournir des biens ou des services, ou vice-versa. Le partenariat entre le Nigeria et la Chine a donné naissance à plusieurs projets, notamment des infrastructures routières, des aéroports et des ports en eau profonde. Alors que les responsables des transports résolvent les premiers problèmes liés à l'ARMT et cherchent à élargir les itinéraires, à faciliter l'accès et à rendre l'information plus fluide, les analystes estiment que l'ensemble du projet est en train de se transformer en un véritable projet de société et qu'il offre des expériences précieuses pour les ambitions plus larges du Nigeria en matière de transport. Dans un quartier modeste de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, un centre d'éducation pour la santé sexuelle des jeunes a formé 160 éducateurs pour sensibiliser le public à la prévention et au traitement des maladies et infections sexuellement transmissibles. Malgré les campagnes de sensibilisation menées à travers le pays, il subsiste un faible niveau de connaissance des modes de transmission du VIH chez les adolescents. Niwaline Dangou, porteuse du VIH, est désormais agent de santé dans ce centre, le même qui lui a sauvé la vie alors qu'elle pensait être condamnée. Je suis une orpheline totale. J'étais la seule personne qui doit pouvoir prendre les traitements tous les jours. Et je prenais des traitements sans arrêt. Que je suis infectée par le virus du VIH-Sida. Depuis ma naissance, plusieurs fois j'ai tenté de pouvoir me suicider en prenant des médicaments pour mettre fin à ma vie. Selon Chris Fontaine, responsable de l'ONU-SIDA en République centrafricaine, la guerre et la pauvreté ont accentué les difficultés à obtenir une bonne éducation, en particulier chez les jeunes femmes. Les inégalités entre les sexes et les violences sexistes ont rendu les femmes de la République centrafricaine plus vulnérables au VIH. Les statistiques montrent que parmi les personnes âgées de 20 à 24 ans, l'on compte plus de 2 infections féminines pour une infection masculine. Le gouvernement centrafricain s'est équipé de machines permettant de détecter le VIH et déterminer le niveau de la charge virale en l'espace d'une journée. L'Union africaine s'est réunie à Accra, au Ghana, pour aborder les défis de l'intégration africaine et coordonner une position commune avant ses prochaines rencontres avec le G20 et l'ONU. Mohamed Cheikh Razouani, président de la Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine, a plaidé pour une accélération de l'intégration économique du continent. Nous devons intensifier nos efforts pour l'intégration économique et nous devons veiller à ce que cela se fasse dans les meilleures conditions de façon à soutenir le continent et à répondre aux aspirations de nos citoyens dans tous les pays d'Afrique. La réunion a également abordé en profondeur les mécanismes de financement des projets de l'Union africaine, notamment la dépendance significative de l'organisation vis-à-vis des fonds de partenaires non africains. Sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle », l'événement a réuni l'Union africaine et les communautés économiques régionales. Tous les participants se sont accordés sur la nécessité de favoriser la croissance économique et les échanges intra-africains. Dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, au centre d'un conflit qui fait rage depuis des décennies, des stylistes, des mannequins et des artistes se sont réunis pour un défilé de mode organisé au nom de la paix. Cet événement intervenait à la fin de la Liputa Fashion Week, organisée chaque année. Qui dit culture dit mode dit vraiment musique, tout. Mais à travers les défilés qu'on va faire, on va transmettre les messages qu'on va faire pour la paix, uniquement que la paix. Je ne dis pas Congo seulement, c'est l'Afrique dans le monde. Cette année, les organisateurs de la Liputa Fashion Week ont porté un message fort. La mode, et plus largement la culture, peuvent être de puissants vecteurs de paix et de cohésion sociale. On dit que souvent l'Afrique peut se faire, souvent on dit l'Afrique peut se faire et ça ne peut passer que par la culture. Ici à Goma, vous avez votre culture, nous au Sénégal nous avons notre culture, Rwanda la même chose, Burundi la même chose. Tu vois, si on unit notre culture, je pense qu'il y aura la paix partout en Afrique. Parce qu'ici il n'y a pas de politiciens, il n'y a personne. Hein? Nous sommes des artistes, nous sommes des jeunes Africains qui sont là vraiment s'unir. Des créateurs de RDC, du Sénégal, des États-Unis, d'Ouganda et de Côte d'Ivoire ont été réunis pour cette 10e édition. Nous attendons que notre message soit audible, soit écouté par la communauté internationale. Nous sommes dans la ville de Goma, nous vivons
et nous voulons que la positivité continue de régner dans notre ville. C'est pourquoi nous faisons continuellement cette activité pour leur montrer que non, malgré tout ce que nous pouvons subir, nous ne lâchons rien. Nous restons résilients et nous voulons que la paix puisse revenir pour faire vivre encore paix ou bien pour faire évoluer notre industrie qui est de la mode congolaise. Nous voulons aussi notre place au milieu international dans la mode. Donc voilà. Le cessez-le-feu de 2 semaines décrété le 5 juillet a été prolongé jusqu'au 3 août. Les États-Unis ont exhorté tous les acteurs à respecter la trêve. Cette édition 2024 du Tour de France restera gravée dans les annales. Le cycliste érythréen Binyam Girmay de l'équipe Intermarché Wanty est devenu dimanche le premier Africain à remporter le prestigieux maillot vert, récompensant le meilleur sprinter de la compétition. Avec 3 victoires d'étape à son actif, le 1er juillet à Turin, le 8 juillet à Colombey-les-Deux-Églises et le 12 juillet à Villeneuve-sur-Lot, Girmay a dominé le Tour en terminant avec une avance de 33 points sur son rival Jasper Philipsen. Ses prouesses ont été célébrées avec enthousiasme tant par ses compatriotes que par les spectateurs du Tour de France. À 24 ans, Binyam Girmay a non seulement marqué ce tour, mais a aussi placé l'Érythrée sur la carte du cyclisme mondial. Le Tour de France 2024 s'est achevé le 21 juillet à Nice avec Tadej Pogačar couronné vainqueur du classement général, une 6e victoire pour le Slovène de 25 ans.